Les chutes du Niagara attirent des millions de personnes chaque année. Mais derrière la brume et les flashs des appareils photo se cache une histoire de tragédie soudaine et silencieuse. Ce sont les derniers instants de visiteurs ordinaires dont la vie s'est terminée à l'ombre de l'un des monuments naturels les plus observés. C'était le 16 mai 2015, du côté canadien des chutes du Niagara. La zone d'observation près des chutes Horseshoe était bondée de touristes du week-end tenant des ponchos et des téléphones. Une légère pluie plus tôt dans la journée avait laissé une fine pellicule sur le béton. Les rampes étaient mouillées et le sol près du bord montrait des traînées vert foncé d'algues le long des bords inférieurs. Des panneaux indiquaient une distance de sécurité pour l'observation, mais la plupart des visiteurs se tenaient près de la barrière pour avoir une vue dégagée de l'eau. Parmi eux se trouvait Lina Ward, une photographe amateur de 27 ans, originaire de l'Ohio. Elle portait un trépied attaché à son sac à dos et un appareil photo-réflexe numérique de milieu de gamme. Selon quelques visiteurs plus tard, elle a mentionné qu'elle voulait une photo sans la barrière métallique dans le cadre. Elle a franchi juste au-delà du marquage jaune de précaution, plaçant son trépied sur une section plus proche de la ligne de chute. Quelques personnes à proximité l'ont regardé s'agenouiller brièvement pour ajuster son objectif. Un enfant à proximité l'observait installer son matériel et semblait curieux de savoir si elle était professionnelle. Et elle a laissé échapper un bref rire sans répondre. La brume des chutes dérivait sur la plateforme, recouvrant tout d'humidité. Les touristes essuyaient les lentilles de leur téléphone. Certains visiteurs s'essuyaient le visage à plusieurs reprises, alors que les éclaboussures des chutes les frappaient comme une pluie continue. Lina ajusta de nouveau son appareil photo et s'accroupit, essayant d'aligner une prise de vue en longue exposition. Quelques visiteurs reculèrent, car la surface de la pierre semblait glissante sous leurs chaussures. Elle déplaça son poids pour se lever. C'est à ce moment-là que son pied de droit a glissé de manière inattendue sur la partie du béton recouverte d'algues. Plusieurs personnes ont entendu le bruit soudain du frottement de sa chaussure. Instinctivement, elle a tendu la main vers la rambarde et l'a saisie d'une main. Le sac de l'appareil photo en bandoulière a basculé vers l'avant, déséquilibrant son équilibre. Son autre main a frappé la barrière, mais sa prise a glissé. En un mouvement rapide, elle s'est passée par-dessus le bord, mais elle n'est pas tombée complètement. Au lieu de cela, elle atterrit durement sur une étroite saillie de pierre, à environ 6 pieds en dessous de la plateforme. Les gens se précipitèrent vers la rambarde. Elle était encore visible, plaquée contre la roche mouillée à quelques centimètres du vide. La brume fouettait son dos et son visage. Elle essaya de se redresser, mais la surface était lisse et trempée. Son sac de caméra pendait d'une épaule, l'attirant sur le côté. Des témoins ont décrit plus tard ses bras tremblants alors qu'elle essayait de se relever. Quelqu'un a crié de tenir bon. Un autre touriste a enlevé sa ceinture et a essayé de la descendre, mais la ceinture était trop courte. Un homme se pencha par-dessus la rambarde, tendant la main, mais l'écart était trop large. Plus de gens se rassemblèrent. Certains filmaient avec leur téléphone. Ses mains tentèrent à plusieurs reprises de trouver une prise sur le rebord mouillé, mais à chaque fois, ses doigts glissaient. Pendant plusieurs minutes, elle resta là, les bras tremblants visiblement. La pulvérisation constante rendait tout glissant. Certaines personnes se penchèrent par-dessus la rambarde et crièrent, mais il n'y avait personne sur la plateforme, avec de l'équipement ou des cordes. Le bruit de l'eau qui s'écoulait couvrait la plupart des voix. Ses épaules bougeaient à chaque respiration, visibles dans les brefs intervalles entre la brume qui passait. Puis, en un seul instant, sa main droite a complètement glissé. Sa main gauche a essayé de tenir le bord de la pierre, mais elle a glissé sans résistance. Elle est tombée directement, disparaissant dans l'épaisse brume à la base des chutes. La foule à la rambarde est devenue silencieuse. Dans l'heure, le personnel a placé des barrières mobiles sur la section glissante de l'observatoire. Les visiteurs arrivés plus tard ont trouvé la rambarde barrée par du ruban adhésif, avec des empreintes mouillées encore visibles là où les gens s'étaient rassemblés quelques instants plus tôt. Le reste de la plateforme est resté ouvert, mais personne ne s'approcha de nouveau du bord couvert d'algues. C'était le 7 août 2016, lorsque 3 collègues de Buffalo ont pris des kayaks loués sur la partie inférieure de la rivière Niagara. L'eau semblait calme près de la zone de lancement, avec un courant régulier en aval qui paraissait gérable pour une balade en kayak décontracté. Evan Ross, 33 ans, travaillait en entrepôt et passait la plupart des week-ends chez lui. Mais il a accepté le voyage après qu'un de ses collègues a trouvé un itinéraire classé comme modéré sur une carte touristique. Ils ont mis des gilets de flottaison basiques du kiosque de location et se sont éloignés d'une section plus calme, en amont, pour éviter le groupe principal de touristes. Pour le premier tronçon, le courant les a portés en douceur. Ils ont dérivé le long des berges bordées de rochers où des plaques de mousse s'accumulaient contre les bords. Les 2 collègues pagayaient devant, leur voix emportée par le clapotis régulier de l'eau contre leur kayak. Evan suivait légèrement derrière, ajustant les sangles de son gilet et essayant de corriger sa direction lorsque le courant le poussait de côté. La rivière se rétrécissait légèrement devant et la surface passait d'un flux lisse à une eau plus agitée et brisée. Ils étaient entrés plus en amont que ce que recommandent généralement la plupart des visites guidées.
Cette section se jetait directement dans un chenal plus rapide, formé par une étagère rocheuse inégale sous la surface. Un des collègues a remarqué le changement de texture de l'eau et a essayé de pagayer vers la gauche dans une zone plus calme. Evan a tenté la même manœuvre, mais le courant a attrapé l'arrière de son kayak avant qu'il ne puisse tourner complètement. Un courant rapide au centre a forcé son kayak à se mettre de travers. L'arrière du kayak d'Evan a heurté un rocher saillant juste sous la surface. L'impact a fait tourner le kayak et l'a poussé de côté contre le courant. La force l'a coincé entre le rocher et le flux de la rivière. L'eau s'est précipitée des deux côtés de la coque, la pressant fortement contre la pierre. Evan était resté debout, mais seulement parce que la pression du courant maintenait le kayak en place comme une pince. Les deux collègues ont pagayé vers lui, mais se sont arrêtés net lorsque le courant a tiré sur l'avant de leur kayak. L'un d'eux a essayé de s'approcher, mais la rivière l'a immédiatement dévié, le forçant à reculer pour éviter de chavirer. Ils ont lancé une pagaie vers Evan pour tenter de lui donner quelque chose à saisir, mais le courant l'a emporté en aval. Evan a essayé de se dégager du rocher avec ses mains, mais la force de l'eau rendait impossible de se libérer. Son kayak restait coincé de côté et son corps se déplaçait à chaque vague du courant. Pendant plusieurs minutes, il était resté coincé dans la même position, à moitié submergé jusqu'à la poitrine, alors que la rivière le frappait. La pression le maintenait si fermement que chaque tentative de se dégager semblait lente et limitée. Les éclaboussures d'eau frappèrent son visage à plusieurs reprises, et ses bras bougeaient avec moins de contrôle au fil du temps. Les deux collègues restaient dans la zone de contre-courant, incapables de s'approcher sans risquer de chavirer. Quelques randonneurs sur la rive ont remarqué la scène et se sont rapprochés du bord de l'eau, mais la distance et le courant ne laissaient aucun chemin sûr pour intervenir. La rivière continuait à pousser le kayak de côté jusqu'à ce que la coque se déplace légèrement. En un mouvement, la force l'a tiré vers le bas dans un courant plus profond. Ses mains sont restées sur le bord du kayak un moment avant de glisser dessous. Le kayak était resté coincé contre le rocher, mais il n'est pas réapparu. En fin d'après-midi, la section de la rivière où son kayak est resté coincé a été délimitée avec du ruban temporaire par le personnel du parc. Les gardes forestiers ont redirigé le passage des piétons le long de la rive, guidant les gens sans donner de détails. Les deux collègues sont restés assis par terre près du bord, silencieux et immobiles, regardant la coque brillante toujours coincée contre le rocher alors que le courant continuait de la presser sans changement. Quelques randonneurs ralentirent en passant, s'arrêtant devant le ruban avant qu'on leur demande de continuer. L'activité sur la rivière changea. Les locataires de kayak revenant au point de départ furent informés que la partie supérieure n'était plus ouverte pour un usage occasionnel ce jour-là. Les membres du personnel étaient espacés le long de la rive, regardant l'eau plutôt que de parler. Plus tard dans la soirée, une petite embarcation de récupération a descendu le courant et un corps a été aperçu coincé contre des débris près d'un virage où l'eau ralentissait. C'était le 11 février 2016 à Terrapin Point du côté américain des chutes du Niagara. Les températures étaient restées en dessous de zéro pendant plusieurs jours, provoquant le gel de la brume des chutes au contact des rampes, des chemins et du sol exposé. Les plateformes d'observation étaient ouvertes, mais des sections près du bord avaient été partiellement barricadées avec des panneaux avertissant de la glace instable. La neige tombée plus tôt dans la matinée avait dérivé sur la partie inférieure des marqueurs de précaution, rendant la barrière moins visible que d'habitude. Seuls quelques visiteurs étaient dispersés, avançant lentement le long des chemins glacés. Parmi eux se trouvaient 3 étudiants en art, portant des sacs pour appareils photo et des trépieds légers. Mia Faris, 24 ans, avait voyagé avec 2 camarades de classe pour capturer des images hivernales des chutes partiellement gelées pour une exposition universitaire. Ils ont remarqué une étendue de sol couvert de neige qui s'étendait légèrement au-delà de la ligne de barrière, semblant ferme et plane. La brume avait gelé sur cette section, formant une feuille blanche lisse sans fissure visible. Ils ont dépassé la zone marquée, supposant que le sol était solide sous la couche de neige tassée. Ils ont positionné leurs appareils photo et se sont accroupis pour cadrer des prises de vue de la glace se formant le long du bord, où la vapeur d'eau rencontrait l'air froid. De leur point de vue, la surface semblait stable, se fondant avec le reste de la plateforme. Un des camarades de classe de Mia s'est rapproché pour cadrer les chutes avec la banquise en vue. La zone était silencieuse, à l'exception du bourdonnement profond de l'eau en dessous et du vent occasionnel balayant la neige sur le sol ouvert. Mia fit plusieurs pas en avant pour ajuster son angle. La glace sous elle ne semblait pas différente du reste, mais en dessous se trouvait une poche d'air cachée, formée par l'eau gelant de manière inégale sur la brume emprisonnée. Lorsqu'elle déplaça son poids, la surface céda sans avertissement. La glace se fissura avec un bruit sec et rapide, et ses jambes passèrent à travers immédiatement. Elle tomba jusqu'à la taille dans l'eau glacée. La brèche dans la glace s'élargit juste assez pour que son corps glisse davantage. Alors qu'elle luttait pour se hisser, la pression de la glace environnante fit pencher la plaque brisée. En un mouvement, l'ouverture s'élargit juste assez pour qu'elle glisse complètement en dessous. La plaque se remit ensuite en place, refermant la majeure partie de l'écart.
Seule une fine couture dentelée restait à la surface. Sous la glace, ses camarades de classe pouvaient voir un léger flou de mouvement. L'eau en dessous était sombre, circulant lentement sous la glace, tandis que le courant principal rugissait plus loin. Ils ont essayé de frapper la surface pour la briser, mais chaque impact provoquait des fissures qui s'étendaient vers l'extérieur sans percer à un endroit précis. La neige et les éclats de glace se dispersaient à chaque tentative, mais la plaque principale tenait. Ils utilisaient leurs bottes et des trépieds de caméra pour frapper la surface, mais la glace se pliait et se fracturait dans des directions différentes. Sous la fine couche, ils pouvaient voir sa silhouette bouger de manière erratique, poussant vers le haut. Des bulles d'air voyageaient sous la glace avant de disparaître dans les fissures. Pendant plusieurs minutes, ils ont continué à gratter la surface, mais la glace continuait à se briser en larges motifs plutôt qu'en une seule ouverture. Chaque fois qu'ils frappaient, les fractures s'étendaient trop loin pour concentrer leurs efforts. Le flou sous la glace devenait plus lent et plus difficile à suivre. Le mouvement sous la surface s'est finalement arrêté, ne laissant que de l'eau déformée se déplacer sous la couche. En fin d'après-midi, le personnel du parc a délimité la zone avec des cônes temporaires et une corde. Les visiteurs arrivés plus tard ont trouvé la section près du bord, redirigée avec des empreintes fraîches figées dans la neige menant à la zone délimitée par du ruban. La surface où elle était tombée était déjà recouverte d'une fine couche de nouvelle neige, se fondant à nouveau dans le sol blanc jusqu'à ce que seule la ligne de barrière laisse entendre que quelque chose s'était passé là. C'était le 3 mars 2017, le long de la route de service restreinte, à côté du canal de contrôle de la puissance du Niagara. Le canal supérieur alimentait directement le barrage de contrôle où l'eau coulait avec une force constante vers les portes d'admission. Le froid plus tôt cette semaine avait provoqué des fissures d'expansion dans les grilles de maintenance et la fonte des glaces du matin avait laissé une fine couche d'humidité sur la surface métallique. La zone était fermée au public, avec seulement des équipes de maintenance sous-traitées travaillant le long du chemin de service étroit qui longeait le canal. David Hampshire, 41 ans, avançait le long du chemin, portant un harnais de maintenance standard et une longe attachée à une boucle de ceinture. Il avait été chargé de vérifier les boîtiers de capteurs le long de la clôture et de noter toute irrégularité dans les panneaux de lecture d'eau. Sa ceinture à outils pendait légèrement de travers, se déplaçant à chaque pas. Le passage était étroit, fait de panneaux métalliques grillagés, conçus pour permettre le drainage, avec des sections réparées suite aux dommages de l'hiver précédent. Il s'arrêta près d'une des stations de surveillance d'admission et ajusta la sangle de sa ceinture. Alors qu'il déplaçait son poids, l'une de ses bottes appuya sur une section de la grille qui avait été affaiblie par les dégâts de glace la semaine précédente. Le métal fléchit sous son poids et céda juste assez pour que son pied glisse à travers. La chute soudaine de l'équilibre tira son corps vers l'avant en direction du canal en contrebas. La longe attachée à sa taille s'est tendue et s'est tordue lorsqu'il est tombé, l'empêchant de tomber complètement dans l'eau, mais le balançant sur le côté vers l'entrée. Le courant du canal l'a immédiatement attiré. Alors qu'il frappait la surface de la grille à côté de la porte d'entrée, la force de l'eau le poussait en avant. Sa poitrine entra en contact avec le treillis et le flux constant le maintenait en place comme une pression contre un mur. L'eau se précipitait autour de ses côtés, tirant sur ses bras et ses vêtements. Un collègue plus loin sur le chemin a vu la chute et s'est dirigé vers lui, mais s'est arrêté lorsque le courant a entraîné des débris devant l'entrée, indiquant à quel point le flux était devenu fort près de la grille. David a essayé de se repousser de la grille avec ses mains, mais la pression de l'eau le maintenait à plat, rendant tout mouvement minimal. La ligne de sécurité, tordue par la chute, l'empêchait de tourner son corps à l'écart du courant. Depuis la passerelle, il restait clairement visible, plaqué contre le treillis métallique avec l'eau forçant son corps dans le cadre. Pendant près d'une minute, ses bras bougèrent lentement pour essayer de s'éloigner de l'entrée, mais chaque mouvement était repoussé par le flux continu. L'eau de surface transportait de petits morceaux de glace et des feuilles devant lui dans un flot régulier. Le collègue restait à quelques pas de la limite de l'entrée, incapable de s'approcher sans risquer d'être aspiré. Le rugissement du canal noyait tout son au-delà du bourdonnement des machines et de l'impact de l'eau. L'entrée continuait d'aspirer l'eau à pleine force. La pression contre son torse restait constante jusqu'à ce que ses mouvements ralentissent. En quelques instants, il devint immobile, maintenu en place uniquement par le courant et la ligne d'attache qui s'était tendue contre la rambarde du passage. Une fois que l'équipe d'entrée a confirmé l'absence de mouvement à la grille, le chemin de maintenance a été fermé avec une clôture temporaire et du ruban de sécurité. Le personnel a redirigé les travailleurs vers un autre itinéraire plus éloigné du canal. Son casque restait coincé contre la grille, tournant lentement dans le courant, alors que l'eau continuait de passer à travers l'entrée sans interruption. C'était le 10 septembre 2017, à Prospect Point, du côté américain des chutes du Niagara. La nuit précédente avait apporté une pluie continue, laissant les chemins de visite humides et le sol près des balustrades mous. Les visiteurs avançaient lentement le long du chemin, s'arrêtant pour prendre des photos à travers la brume alors que le vent repoussait les éclaboussures vers la foule.
Le sol près du bord montrait des taches sombres, où l'eau s'était accumulée, et des sections de terre semblaient inégales, là où le ruissellement avait traversé. Jordan Peters, 29 ans, un travailleur technologique à distance du New Jersey, portait un étui de drone compact et une télécommande fine. Il avait fait voler des drones dans des parcs d'État et publié des vidéos en ligne, ignorant souvent les consignes d'interdiction de vol pour rechercher de meilleurs angles aériens. Il posa le drone au sol, près de la rambarde, puis le lança vers le haut. La machine s'éleva régulièrement, ses hélices coupant à travers la brume alors qu'elle montait au-dessus de la plateforme d'observation. Quelques passants levèrent les yeux, regardant les lumières clignotantes disparaître brièvement dans la brume avant de réapparaître dans le ciel pâle. Jordan tenait la télécommande à 2 mains, les yeux fixés sur l'écran de diffusion en direct. Pour maintenir un chemin de signal direct vers le drone, il s'est rapproché de la rambarde, se penchant légèrement en avant. Le sol sous lui était plus sombre que le reste, adouci par l'eau qui avait suinté depuis le bord du trottoir. Les personnes à proximité entendaient le bourdonnement constant des rotors du drone au-dessus, un son régulier qui se mêlait au grondement lointain des chutes. Il changea de position, avançant un pied plus près du bord pour garder le drone dans son champ de vision. Le sol s'affaissa subtilement sous son poids. Sans avertissement, le bord céda d'un coup. Le pied de Jordan traversa directement le sol ramolli, et la chute soudaine tira son poids vers l'avant avant qu'il ne puisse se stabiliser. Il attrapa la rambarde d'une main, mais la manette dans l'autre limitait sa portée. La surface mouillée n'offrait aucune prise. Alors qu'il perdait complètement pied, la manette glissa de sa main et heurta le trottoir près de la rambarde avant qu'il ne passe par-dessus le bord. Il atterrit sur une pente inférieure juste en dessous de la rambarde, frappant la surface couverte de mousse et glissant immédiatement. L'angle de la pente et la couche glissante de végétation humide le portèrent vers l'affluent de la rivière. Au moment où il atteignit l'eau, il s'était tourné sur le côté. Plusieurs touristes se précipitèrent vers la rambarde et regardèrent en bas. Vu d'en haut, il était visible à quelques mètres, flottant sur le dos, un bras partiellement levé au-dessus de la surface. Le courant près de l'embouchure le tirait latéralement, l'attrapant et le traînant sur le côté. Il refit surface 2 fois dans l'eau agitée, sa tête visible brièvement parmi l'écume. La brume des chutes se répandait dans la zone, le cachant à chaque fois qu'il plongeait sous la surface. Lors du dernier passage, seul le haut de son bras était visible avant que l'eau ne l'entraîne dans le courant plus rapide en aval. Le drone restait en vol au-dessus de la plateforme, planant régulièrement en maintenant son altitude prédéfinie. Ses rotors bourdonnaient contre le ciel, tenant position au-dessus de la zone d'observation. Le flux en direct montrait seulement des nuages de brume, changeants et un ciel pâle, avec des éclairs d'eau occasionnels en dessous lorsque l'angle de la caméra s'ajustait. Le contrôleur restait sur le trottoir près de la rambarde. Peu après, le personnel du parc a discrètement redirigé le passage des piétons loin de la section de la barrière où le sol s'était effondré. Du ruban adhésif temporaire et des cônes ont été placés le long du sol mou sans annonce. Le drone a été récupéré par le personnel et rangé avec les autres équipements collectés derrière la ligne restreinte. Plus tard dans la journée, un corps a été retrouvé en aval près d'une section plus lente du courant. Sa famille a été contactée, mais n'a fait aucune déclaration publique. C'était le 19 juillet 2018, pendant les heures de pointe touristique, à la plateforme d'embarquement du Maid of the Mist, du côté américain des chutes du Niagara. Le ciel était couvert, mais l'éclat de la rivière perçait encore à travers la brume s'élevant de la base des chutes. Le pont d'embarquement était mouillé, recouvert d'un mince voile dû à la pulvérisation constante. Des filets d'eau coulaient entre les sections de tapis en caoutchouc, s'accumulant autour des grilles de drainage le long de la rambarde. Les visiteurs portant des ponchos bleus avançaient en rang serré vers la zone d'embarquement, tandis que le groupe suivant se préparait à monter à bord. Harrison Cole, 36 ans, un graphiste de l'Indiana, se tenait parmi eux avec sa femme et son jeune fils. Ils avaient le reçu des ponchos standards comme tout le monde, le matériau plastique collant à leurs vêtements à cause de l'humidité dans l'air. Harrison n'était pas un nageur confiant, mais il ne montrait aucune inquiétude visible alors que la foule avançait. Il s'est rapproché de la rambarde pour guider son fils autour d'une flaque d'eau qui se formait au bord de la zone d'embarquement. Alors que le Maid of the Mist se repositionnait contre le quai, une rafale de vent projeta des embruns sur le pont. Plusieurs passagers sursautèrent et reculèrent lorsque la brume les frappa d'une vague soudaine. Le caoutchouc mouillé sous leurs pieds devint glissant à ce moment-là, et quelques personnes ajustèrent leur position pour rester en équilibre. Harrison recula légèrement pour protéger son fils de l'eau. Alors qu'il le faisait, son talon s'accrocha à la grille métallique près de la rambarde. La grille avait un bord surélevé à cause de l'érosion constante de l'eau, et son pied s'y prit un instant. Le bateau commença son mouvement de recul loin du quai, les cordes se détendant au fur et à mesure qu'il s'éloignait. Harrison perdit l'équilibre à cause du talon coincé et tomba de côté vers la rambarde. Instinctivement, il tendit les bras et ceux-ci glissèrent entre les barres d'acier. Son avant-bras se coinça fermement. Le reste de son corps bascula vers l'extérieur alors que le bateau continuait à avancer.
En quelques secondes, son torse pendait au-dessus du bord, à moitié dans l'eau, tandis que le navire s'éloignait de la plateforme. Le mouvement vers l'avant créa une traction qui le traîna le long de la rambarde. Son bras se tordit entre les barres. Ses jambes raclèrent brièvement le pont avant que le bas de son corps ne se soulève par-dessus le bord. Les personnes à proximité s'éloignèrent de la rambarde alors que son corps restait suspendu, retenu seulement par le bras coincé. L'eau de la rivière éclaboussait sa poitrine alors que le sillage tourbillonnant se formait sous lui. Sa main libre appuyait contre le cadre de la rambarde, mais la pression du mouvement l'empêchait de se redresser. Le bateau continuait son déplacement vers l'extérieur, augmentant l'angle de son corps. La force de l'eau frappant son côté devenait plus forte, le soulevant davantage du bord de la plateforme. Son bras, toujours coincé dans l'écart métallique, tint encore plusieurs secondes avant qu'un mouvement du bateau ne le libère. En un mouvement, son corps tomba complètement dans le sillage derrière le navire. Depuis le pont, il fut visible un court instant, flottant sur le dos entre des plaques de mousse blanche. Le poncho bleu s'étendait sur la surface comme une feuille, sa capuche attrapant l'air tandis que l'eau le tirait en arrière. Le courant derrière le bateau en mouvement créait une forte aspiration, attirant tout sur son passage vers le canal arrière. Il refit surface 2 fois de plus, chaque fois momentanément visible à travers les éclaboussures. Lors de la dernière observation, seul le poncho était clairement visible. Le bateau a maintenu son cap. Le sillage derrière lui s'est calmé lentement, ne laissant que de petites ondulations, là où le poncho avait été visible quelques secondes plus tôt. La femme de Harrison s'est avancée vers la rambarde de l'équipage, parlant à un membre du personnel, tandis que leur fils se tenait à côté d'elle. Aucune annonce n'a été faite et les passagers sont restés à distance de la barrière. Les membres de l'équipage sont restés postés le long de la rambarde, regardant le courant sans donner d'instructions. Plus tard, une unité de récupération a localisé un corps en aval dans une section d'eau plus lente et a confirmé qu'il s'agissait du passager. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, regardez-en d'autres.